Comme je suis un tout petit peu, c'est la seule chose qui m'incombe ce soir, je suis un petit peu le maître du temps. Donc on va tranquillement s'installer et commencer cette discussion autour du livre Hergé, le carnet oublié. Je crois qu'on peut être très content d'être dans ce très beau lieu. On est invité par Yann ici, qui a recommencé l'aventure d'une librairie particulièrement remarquable dans un environnement de librairie difficile. Donc vraiment, on le remercie pour son accueil. Peut-être certains d'entre vous connaissez déjà la librairie. C'est à la fois un lieu de livres choisi, et puis c'est aussi à la fois, depuis le 1er mai, 1er mai, c'est 1er mai. C'est aussi un lieu où il n'y a pas que des livres qui se vendent, mais il y a aussi des idées qui circulent, des discussions autour justement de ces livres. Puisque dans la chaîne du livre, eh bien, les deux derniers maillons sont à la fois les libraires et les lecteurs. Et sans les libraires et les lecteurs, eh bien, la chaîne du livre se briserait comme une vieille chaîne brouillée qu'elle ne doit pas être. Donc, je remercie aussi Georg à la fois d'avoir édité le livre dans la collection L'Équinoxe, je vais revenir. Donc, Mélissa Quinodos et Michael Bellavoine qui est ici et qui se joint à nous ce soir dans ce lieu pour le vernissage de ce bel ouvrage dont on va parler tout à l'heure, qu'on peut appeler un ouvrage d'histoire culturelle, consacré au père de Tintin, né en 1929, Georges Rémy d'Hergé, disparu il y a 41 ans. C'est un petit moment de fraternité intellectuelle, je crois, et y participeront deux personnes. Peut-être pouvez-vous asseoir. Je ne sais pas. Je viens d'être assis pendant plus de 3h25, c'est plutôt bien pour un temps de bien. Donc Jacques Langlois, écrivain, vice-président de l'association des Amis de Hergé, qui a été conseiller éditorial et co-auteur, et remarquez ça pour ceux qui suivent un peu ce qui se fait autour de Tintin, des hors-séries Historia sur Tintin. Il est auteur de plusieurs ouvrages, à la fois en solo ou collectif. Et puis, donc, l'auteur de Hergé, le carnet oublié, a, dans ses fameux numéros spéciaux, a dirigé ou co-dirigé Tintin et la mer, les personnages de Tintin dans l'histoire, Tintin, les forces obscures, ainsi que divers textes dans des entreprises collectives. Et puis, en 2020, un petit livre assez charmant qui s'appelle, petit par sa taille, mais pas évidemment, un livre n'est jamais petit par son contenu, qui s'appelle Petit éloge de Tintin. Et puis à l'autre participant ce soir, je remercie aussi d'avoir fait le long voyage depuis Fribourg. Jacques Langlois a fait le long voyage depuis Paris. Vous êtes arrivé de Paris aujourd'hui là? Oui, c'est Paris. Oui. Et donc Jean Rime a fait le long voyage depuis Fribourg. Jean Rime est l'auteur d'une belle thèse sur la transmédialité du personnage, presse et littérature au XIXe siècle. C'est un enseignant universitaire très, très motivé, 19e-iste, et il travaille sur, je trouve, des objets qu'on n'a pas toujours vu d'un bon œil, me semble-t-il, dans l'espace académique, la presse, la culture populaire et médiatique, et puis d'une manière plus traditionnelle aussi l'histoire du livre et de la lecture, dans le sillage des travaux de Roger Chartier. Et je dirais, dans ce champ, il a mis en évidence quelque chose qui est au cœur aussi, qui sera au cœur tout à l'heure de la discussion. C'est une histoire culturelle, une histoire sociale, de l'illustration et des rapports entre texte et image, d'où son intérêt prononcé pour l'œuvre d'Hergé, et dont il a établi, et j'insiste sur le mot qui va suivre maintenant, l'exhaustivité de sa très forte réception en Suisse. Et puis, comme Jacques Langlois est le vice-président de l'association des Amis de Hergé, eh bien, c'est une société savante, Jean Rime est le président de l'association Alpart, les Amis suisses de Hergé, dont il dirige la revue annuelle Hergé au pays des Helvètes. Et Michel, si je peux me permettre, Jean Rime est depuis quelques semaines le deuxième, et à égalité avec moi, vice-président des Amis des Hergé. J'allais ajouter ça, merci. Ta vigilance, déjà ta vigilance t'honore. Parmi de nombreux titres, Jean a publié assez récemment La Suisse d'Alphonse Daudet, qui était une réflexion un petit peu sur les lettres, sur les travaux et les textes d'Alphonse Daudet. Donc, je vais leur donner la parole, mais avant de leur donner la parole, j'aimerais dire deux choses. D'abord, cette collection L'Équinoxe,
dont je m'occupe depuis quelques années, qui est une collection, une bibliothèque de sciences humaines, où il y a toute une série de travaux qui sont publiés. Je suis assez heureux de voir que finalement, avec le beau livre de Jacques Langlois, eh bien, on en est au volume numéro 8, c'est-à-dire qu'il y a eu 8 volumes dans cette collection, et je crois que c'est unique en Suisse romande, consacré à l'histoire culturelle de la bande dessinée. J'ai toujours considéré que la bande dessinée devait sortir je dirais, de cette espèce de sphère où on parle de tintinophilie, de jacobéphilie, de Black et Mortimerphilie, etc. Et que la bande dessinée doit être prise comme une des grandes productions culturelles du XXe siècle, par exemple à côté du cinéma, et qu'il importait d'accorder une importance, je dirais, réelle à ce média qui a produit un imaginaire social particulièrement riche dans ses déclinaisons à la fois éditoriales, livresques, critiques, etc. Et Hergé et le carnet oublié, sur lequel je vais dire encore 2 mots avant de donner la parole à nos 2 amis, eh bien suit, je dirais, et fait une continuité avec cette collection qui avait commencé avec un livre de réflexion Objectif Bulle sur les rapports entre la bande dessinée et l'histoire. Et il y a eu toute une série de déclinaisons, je ne vais pas m'appesantir longtemps, mais j'insiste sur cette continuité de cette collection. C'est vraiment unique en Suisse romande. Un volume qui s'appelait Puck en stock, sur la bande dessinée et le sport. Un très beau volume dirigé par Viviane Allary et Benoît Mitten, Ligne de front, qui est une réflexion extrêmement originale sur la bande dessinée et le totalitarisme, la manière dont la bande dessinée, après 1945, a, je dirais, nourri une réflexion en miroir sur le totalitarisme, ou bien encore un autre volume, aussi sous la direction de Benoît Mitten, Scoops en stock, c'est-à-dire une réflexion sur un des personnages essentiels de la bande dessinée moderne, c'est le reporter, et la bande dessinée moderne, qui est aussi quelque chose qui est lié à l'histoire de la presse. Et pour arriver à Hergé, le carnet oublié, eh bien, le volume d'avant, dans lequel Jacques était aussi impliqué, c'était le fameux Tintin aujourd'hui, Images et imaginaire, dans lequel on trouve des textes de Jacques Langlois et de Jean Rime, qui étaient le fruit d'un colloque qui s'était tenu à Louvain-la-Neuve et qui essayait de réfléchir sur la place qu'occupe aujourd'hui le Tintin comme une œuvre, je dirais, culturelle dans l'espace culturel, médiatique, contemporain. Donc maintenant, on va arriver à Hergé et le carnet oublié, et on va laisser dialoguer Jean et Jacques autour de ce livre. J'aimerais quand même dire 2 mots pour introduire ce livre, pour qu'ensuite vous puissiez dialoguer plus précisément sur le contenu. C'est un livre qui est marqué par beaucoup de choses, qui est marqué par un zeste de nostalgie sur les lectures des bandes dessinées lorsque les auteurs, les gens qui travaillent actuellement sur la bande dessinée, étaient un peu plus jeunes et découvraient toute une série d'éléments. Et vous allez apprendre dans quelques instants, comme beaucoup de livres, il y a toujours une dimension biographique dans un ouvrage, et il y a une dimension biographique en Jacques, la bande dessinée et Hergé, qu'on retrouve en filigrane de Hergé, le carnet oublié. Et puis c'est aussi un livre, je dirais, qui est intéressant parce qu'il travaille, ce livre, autour d'une source. Les historiens disent, l'historien invente sa source. Et en fait, Jacques il a reçu, il va vous expliquer ça tout à l'heure encore, j'imagine, il a reçu comme une sorte d'héritage moral le dernier carnet d'Hergé. Et en fait, il a inventé une source, c'est le terme technique, c'est-à-dire qu'à partir de cette source, il a recomposé, d'une certaine manière, une biographie intellectuelle, sociale, de Hergé, qu'il a replacée à partir de cette source dont il est l'inventeur, puisque finalement, cette source ne serait jamais sortie, je dirais, de son incognito dans les papiers d'Hergé, si on n'avait pas ce livre, Hergé, le carnet oublié, et il en fait quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'à partir de ça, il va replacer l'œuvre du dessinateur dans ses liens épistolaires, dans ses réseaux, dans sa sociabilité, dans la culture cosmopolite qui résonne à Bruxelles à certaines époques, et dans la réception critique de l'œuvre d'Hergé. Donc c'est un livre, je suis très content, je suis très heureux et honoré qu'il soit le 9e ou 10e volume de la collection de l'Équinoxe, parce que je pense que c'est quelque chose qui, dans la bibliographie actuelle pléthorique, et très souvent bavarde, et de plus en plus bavarde, qui existe autour de l'œuvre d'Hergé, je pense que ce livre pourrait être un livre certainement de référence, puisqu'il a cette dimension non hagiographique d'une biographie qui est reconstituée à partir de cette source
que Jacques a fabriqué, a inventé pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet oublié d'Hergé. Donc voilà, je voulais dire ces quelques mots pour que vous soyez immédiatement dans les propos qui vont suivre. Et donc je vous passe, non pas le sceptre d'Ottokar, mais je vous passe le micro. Et je vous laisse dialoguer. Peut-être que Jean, tu commences de lancer, de lancer la discussion. Merci. Merci Michel. Merci Michel et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à Genève pour ce vernissage. Il y a déjà eu des présentations à Paris et Bruxelles, je crois, mais c'est ce soir le vernissage officiel de ce livre, donc sorti il y a quelques jours, le 29 mai. Je remercie la librairie Le Temps d'un Livre d'avoir organisé cette soirée à l'initiative de Georg. Je remercie également Georg, directeur de la collection, Michel Porret, de m'avoir invité ce soir. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Alpar, les Amis Suisses de Tintin. On privilégie souvent dans l'association des rencontres, des synergies avec différents partenaires. Et ce soir le montre une fois de plus, j'en suis extrêmement ravi. Ça fait un moment que je discute avec Jacques de la possibilité qu'il vienne parler de ses recherches alors en cours en Suisse. Je crois que ça fait au moins 1 année et demie, si ce n'est plus, qu'on en discute. Et il me disait toujours, mais attends, je découvre encore des choses, je suis en train d'écrire mon livre. Et finalement, Georg voulant organiser un vernissage à Genève, l'occasion était toute trouvée de faire converger nos forces. C'est un livre assez exceptionnel qui vous est présenté ce soir. Je pense que sur la personne d'Hergé, Georges Remy, et on parlera sans doute de cette double identité, c'est sans doute l'ouvrage qui apporte le plus de nouveautés depuis la biographie de Philippe Godin en 2007, donc ça commence à dater maintenant. Et donc on va essayer de plonger dans ce livre ensemble. Et la première question que j'aimerais te poser, Jacques, ça rejoint ce que disait Michel tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ce carnet dont on parle sur la couverture, qu'est-ce que ce carnet oublié d'Hergé, pourquoi oublié, et quelles sont les genèses de ce livre, à la fois genèse personnelle, quant au rapport avec cet objet, et peut-être genèse aussi intellectuelle quant au concept de ce livre. D'où est-ce que ça vient, cette idée de faire tout un livre à partir d'un objet a priori assez banal, hein, un carnet de noms et d'adresses? Bien. On n'est pas couché. Hein. Alors, pour la faire courte, le répertoire en question, il est entré en ma possession en 2007, précisément au moment où sortait la biographie de Philippe Godin que tu viens de citer, et il m'a été remis par ce même Philippe Godin. Il se trouve que j'avais été amené pendant 2 bonnes années à travailler pas mal à ses côtés sur cette biographie. Quand je dis pas mal, je crois que c'est pas mal. Et il ne savait pas comment m'en remercier. Il n'était pas question qu'il rétrocède des droits d'auteur, qui seraient de toute façon médiocres. Et puis un jour, il a une idée, il est venu à Paris pour présenter son propre livre aux représentants de Flammarion, qu'il allait mettre en place dans les librairies. Et il a sorti sa mallette. Et alors, je pourrais le faire si je ne m'étais pas assis. Je vais essayer de le faire quand même, parce que je l'ai apporté, cet objet. Il faut bien quand même prouver aux mécréants qu'il existe. Bon. Donc, évidemment, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, et je vous le montrerai volontiers, mais prudemment. Donc, vous voyez, c'est un répertoire banal. C'est un répertoire de carnet d'adresses tout à fait banal, d'une marque française très ancienne de matériel de bureau qui s'appelle Exaconta. Et quand Philippe m'a sorti ça, bon, je l'ai ouvert rapidement et j'ai reconnu évidemment tout de suite une écriture qui m'était très familière. Je dirais tout de suite pourquoi elle m'est familière. Je l'ai feuilleté comme ça, j'étais content. J'étais à l'époque collectionneur de toutes ces choses-là, je ne le suis plus. Et il m'a dit tout de suite, mais tu regardes pas la lettre L? Et j'ai dit, bah, oui, alors j'ai regardé la lettre L, et là effectivement j'ai vu, et j'ai eu un petit moment d'immodestie, qu'il y avait un Langlois Jacques, 7 rue de Pontoise, Paris 5e, avec un numéro de téléphone. Le 7 rue de Pontoise, c'était une adresse un peu ancienne, c'était celle de mes parents. Et si j'y figurais, c'est parce que j'ai entretenu avec Hergé pendant plus de 20 ans une correspondance qui a commencé lorsque j'avais 10 ans, par un échange de petits dessins, les miens un peu maladroits encore, ils le sont toujours d'ailleurs, et puis les siens qui étaient déjà pas mal, pour me remercier avec quelques lignes manuscrites. Et cette correspondance s'est développée au fil des années, et puis je l'ai rencontré 5 ou 6 fois, et donc effectivement, je ne saurais jamais pourquoi, mais il m'a couché dans ce répertoire d'adresses,
Et c'est pour ça que Philippe Godin, qui lui n'y était pas, alors qu'il aurait très bien pu y figurer, a trouvé que c'était bien chez moi plutôt que chez lui, et m'a laissé ce document. Et puis je dois dire, ce document, en 2007, je l'ai gardé pendant de nombreuses années dans ma bibliothèque, au milieu de mes albums et des choses qui se rapportaient à Hergé, de sa correspondance, jusqu'au jour où, au printemps 2019, et ça c'est la deuxième raison, la deuxième cause qui m'a fait entrer dans ce livre, dans l'idée de ce livre, j'ai lu un ouvrage paru chez Stock, signé par Brigitte Benkemoun, ancienne journaliste française, qui, dans d'autres circonstances, par un cheminement tout à fait différent, s'était retrouvée en possession d'un autre carnet d'adresses, dont elle ne savait pas, elle, à qui il appartenait, mais qui, faisant une recherche assez poussée, ayant trouvé dans ce répertoire quand même des noms comme Jacques Lacan, Jean Cocteau, André Breton, et j'en passe, s'est dit c'est pas le carnet de n'importe qui. Et elle a fini par trouver que c'était le carnet de Dora Maar, l'ancienne compagne de Picasso, et elle en a fait un livre moins épais que le mien, plus cursif, pas exhaustif par rapport au carnet de Dora Maar, mais qui m'a donné l'idée de travailler à partir de ce document en disant mais finalement, quand on regarde de près, c'est toute la vie d'Hergé, ou presque, qui s'y trouve, puisqu'on vient retrouver les gens de la bande dessinée, les gens de l'art contemporain qu'il fréquente beaucoup à la fin de sa vie. J'ai découvert assez vite que c'était sans doute son dernier carnet d'adresse, puisque je le date de 1978, comme vous dites, et donc, et comme on dit en Belgique aussi d'ailleurs, et donc je me suis dit c'est assez intéressant, et j'ai, dans un premier temps, mais bon l'histoire est longue et ça là je n'en raconterai pas, eu l'idée de faire une collection chez Stock, ce qu'a failli faire, je ne sais pas fait. Voilà. Alors, tu le dates de 1978. Oui. Comment en es-tu arrivé à cette datation et d'où vient finalement ce carnet avant qu'il ne t'échoie ou qu'il échoie à Philippe Godin? Alors, la datation qui est probable, plausible, mais pas certaine, ça vient du fait que, par exemple, à la lettre G, il y a une madame veuve René Goscinny. Or, René Goscinny est décédé brutalement, comme vous le savez, en novembre 1977, d'une très brutale crise cardiaque en plein test d'effort. Et donc, je me suis dit, si c'est déjà madame veuve, c'est qu'il est mort, parce que j'ai quand même de temps en temps des moments de réflexion intense. Et donc, je me suis dit, s'il est déjà mort, c'est que le répertoire date d'après novembre 1977. Par ailleurs, par exemple, à la première ligne des D, il y a Dieweg. Dieweg, c'est le nom, plutôt c'est l'adresse de la maison qu'Hergé a achetée fin 77 et qu'il va commencer à aménager en 78. Et donc là aussi, ça permet de dire que si c'est sur la première ligne, ça pourrait être rajouté. Donc et puis c'est au cœur de ses pensées à ce moment-là. Et donc ça permet de dater. Il y a aussi le nom, par exemple, de Paul Cuvelier, qui a été un de ses jeunes collaborateurs au journal Tintin, qui est barré de rouge. Donc ça veut dire qu'en juillet 78, quand Paul Cuvelier meurt, Hergé barre son nom de rouge avec une petite croix en marge. Et il y a dans ce répertoire 2 ou 3 autres personnes qui bénéficient, si j'ose dire, du même traitement. Et alors, à qui a-t-il appartenu entre Hergé et Philippe Godin, puis toi-même? Alors, quelle est l'histoire de cet objet? Remarque, si je raconte tout, il ne faut pas lire le livre, hein, mais bon. Le livre fait quelques 400 pages, donc on ne va pas arriver à l'épuiser ce soir, je vous rassure. Alors, le cheminement de ce document est le suivant. Si Philippe Godin a pu me le remettre, c'est que lui-même l'avait reçu. Et s'il l'a reçu, c'est qu'il était, à une certaine époque, en relation suivie et amicale avec Georges Remy Junior, qui se trouvait être le neveu d'Hergé. Et Georges Remy Junior a un jour offert à Philippe Godin, c'était en 1996, ce document pour service rendu. Ne me demandez pas lesquels. J'ai demandé à Philippe, parce que Philippe est très précis, comme vous le savez, et par ailleurs, j'ai besoin d'avoir le maximum de précision dans l'hypothèse où certains que je ne nommerai pas me chercheraient des noises à propos de ce livre et de ce document. J'ai cherché quand même à vérifier et à faire écrire par Philippe Godin les circonstances précises dans lesquelles il en est devenu le possesseur et dans lesquelles il me l'a offert. Car il se trouve que certains disent qu'il y a là un détournement de succession. Bon, alors, par ailleurs, je suis arrivé à la conclusion, en travaillant sur ce répertoire et à son histoire,
que vraisemblablement, car Alain Barrand, le dernier secrétaire d'Hergé, quand je lui ai montré, ne l'a pas reconnu. Et or, il était très proche d'Hergé dans toutes les dernières années, et donc ce n'est pas un document de travail qu'Hergé avait auprès de lui quand il était au studio, encore en 78-79. Et en fait, je pense que c'est un document qu'il a créé quand il allait le lundi, tous les lundis, jusqu'à la fin de ses jours, dans sa fameuse maison de Serroux-Mousti, dans le Brabant wallon, maison qu'il adorait. J'ai tout un chapitre dans le livre qui en parle longuement, et où il allait gérer les affaires courantes pour soulager sa première épouse Germaine, et où il aimait quand même retourner au moindre prétexte. Et donc je pense que c'est un document qu'il a créé au fil du temps à cet endroit-là, et il y a laissé. Le dernier chapitre s'appelle Le carnet abandonné, parce que vous verrez d'abord qu'il n'est pas totalement achevé. On voit bien qu'à un moment, il ne s'en occupe plus, il ne le met plus à jour. Si j'étais très égocentré, je dirais, il n'a même pas ma nouvelle adresse. Hein. Et puis, j'ai d'autres détails plus intéressants qui montrent qu'effectivement, à un moment, il ne le met plus à jour, il ne suit plus l'adresse de Stéphane Janssen, enfin des amis très proches comme celui-là. Et je pense effectivement qu'il s'est désintéressé de ce carnet. Il n'avait plus qu'une vie sociale extrêmement limitée à la fin dans les 3 dernières années de sa vie, puisqu'il était très malade. Et donc il se contentait sans doute d'un petit calepin de poche sur lequel il y avait les fondamentaux, mais il n'avait pas besoin de tous ces noms, de ces 360 noms. Voilà. Alors l'objet et ensuite son contenu. Donc effectivement 360 noms qui vont raconter Hergé à leur manière. Comment est-ce que tu as procédé pour inventer la source, comme disait Michel Porret tout à l'heure, c'est-à-dire la faire parler, la constituer en tant que source historique, peut-être en la mettant en parallèle avec d'autres types de sources qui t'ont permis de reconstituer ces relations d'Hergé avec ces quelques 360 personnes? Oui, bien sûr, puisqu'il s'est trouvé, ce qui m'est apparu assez vite, c'est qu'il y a une cohabitation dans ce répertoire entre des amis de toujours, très anciens, qu'à la limite Hergé ne voit plus tellement. Je pense à Paul Jamin, je pense à Edgar Jacobs, hein, et puis des amis plus récents, plus jeunes, comme Pierre-Paul Mathieu, le fils de Dominique de Wespin, qui est l'architecte qui va faire la Diouec, qui est le demi-frère d'Alain Barrand, Pierre Sterckx, bien sûr, qui était son critique, qui lui a montré le chemin de l'art contemporain, Michel Serres, philosophe bien connu, il n'était pas autant que ça à l'époque d'ailleurs, enfin qu'il était un peu quand même, et d'autres comme ça. Et donc c'est une cohabitation entre deux vies, et je dirais deux êtres que j'essaye de distinguer autant que faire se peut, même si ça peut paraître un peu artificiel. Il y a d'un côté Hergé, l'homme de la bande dessinée, l'homme de Tintin, et on remarque assez vite que dans ce répertoire, il n'y a pas une si grande place que ça pour la bande dessinée. Il y a assez peu de dessinateurs, j'ai cité Jacobs tout à l'heure, il y a effectivement ceux des studios, même quelques-uns qui ont quitté les studios, il y a quelques dessinateurs extérieurs. Alors il y a Madame Veuve Goscinny, qui n'était pas un dessinateur, c'est un scénariste, enfin, il y a Goscinny, il y a Franquin, il y a Greg, mais en fait, on ne passe pas en revue tout le monde de la bande dessinée franco-belge à cette occasion, et à la limite, il y a moins d'entrées liées au 9e art qu'à l'art contemporain. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que, c'est pas en tout cas assez significatif que le répertoire commence par Pierre Alechinsky. Pierre Alechinsky, bon, ça renvoie évidemment à l'art plutôt qu'à la bande dessinée. Et donc je me suis dit, je ne peux pas d'une part faire un répertoire alphabétique, je ne peux pas faire un abécédaire, donc ça ne fonctionne pas. Parce que si j'ai Pierre Alechinsky, mais j'ai quand même parlé de l'art contemporain, il y en a bien d'autres qui relèvent de l'art contemporain à d'autres lettres, comme Jean-Pierre Reynaud, comme d'autres connus qui vont me revenir tout de suite. Il n'y a pas Warhol, enfin peu importe, il y a un certain nombre d'artistes contemporains. Télémaque, absolument, avec lequel j'ai parlé, il est mort depuis, j'y suis pour rien. Et puis, il y en a pas mal d'autres, effectivement. Vous verrez. Lisez, c'est le plus gros chapitre, c'est le chapitre le plus long que j'ai appelé l'autre versant, puisque j'avais parlé de l'autre versant, parlant de l'art contemporain, par rapport à la bande dessinée. Alors tous ces personnages, comment justement les as-tu abordés? Alors il y a déjà pas mal de livres qui existent sur Hergé, on l'a dit, mais pas seulement. Comment ton enquête s'est-elle constituée et
tout à l'heure, je crois que Michel a fait allusion à une source un peu particulière, qui est celle des dédicaces, que tu mobilises pas mal dans ton ouvrage, notamment des dédicaces d'un certain album Tintin et des Soviets, réédition en 1969. Comment as-tu finalement reconstitué tous ces parcours et tous ces liens? Je me suis trouvé devant un problème évident, et malheureusement tout à fait prévisible, c'est que s'agissant d'un répertoire avec des personnes qui figurent en 1978, beaucoup d'entre elles ont eu la mauvaise idée de nous quitter. Et donc, si j'avais eu par exemple l'idée de faire ce livre dès qu'il m'a été offert en 2007, c'est un truisme que de dire qu'effectivement j'aurais eu beaucoup plus de sources vivantes qu'aujourd'hui. Là, bon, j'ai eu de la chance. Henri Verne, par exemple, l'auteur de Bob Moran, a eu la gentillesse d'attendre que je l'interviewé pour nous quitter à son tour. Il avait déjà plus de 100 ans à l'époque. Et sinon, j'ai eu mon premier réflexe, ça a été non pas de relire un certain nombre de choses que j'avais lues. Et vous verrez que je cite la plupart des grands auteurs qui m'ont précédé en matière de biographie et de livres sur Hergé et sur Tintin, et notamment, et entre autres, Nima Sadoul, évidemment, qui a fait les entretiens avec Hergé. Et puis, le miracle de l'Internet, c'est que ressurgissent énormément de choses, notamment à la faveur de toutes les ventes aux enchères qui se sont développées depuis la mort d'Hergé, Hergé étant une valeur sûre du marché de l'art aujourd'hui. Et donc, dès qu'on a quelque chose d'Hergé chez soi, on a souvent tendance à essayer de le valoriser, donc à le mettre en vente, et ça apparaît dans les catalogues des maisons. Et donc, j'ai retrouvé sur Internet énormément, effectivement, de courriers d'Hergé, de dédicaces d'Hergé, notamment de ce fameux album auquel il tenait tant, qui est sorti en 1969, qui est la réédition, qui est la première réédition de Tintin puis les Soviets, un tirage à compte d'auteur de 500 exemplaires, qui a été réalisé pour les studios Hergé, et qu'Hergé a distribué, comme il disait, au compte-gouttes, à ses amis et à ses relations. Il y avait 500 exemplaires. Je n'ai pas eu la liste de distribution, parce que tous ces documents sont évidemment à la Fondation Hergé, dont l'entrée est interdite à tout chercheur, comme vous le savez. Mais en revanche, par ce biais-là, et en contournant, et puis mon ami Philippe Gaudin, que je citais tout à l'heure, et que je salue, a réuni une documentation presque inépuisable sur tous ces sujets, et j'ai eu recours à ses services assez souvent pour qu'il me fasse passer 2-3 éléments dont il avait une copie ou une photocopie. Et beaucoup d'entretiens. Et beaucoup d'entretiens, à chaque fois que je pouvais, d'une part avec les personnes qui sont dans ce répertoire. Alors, il y avait Stéphane Janssen, qui est parti, lui, en septembre 2020, mais que j'ai beaucoup ennuyé dans sa dernière année de vie. Mais ça ne l'ennuyait pas, parce qu'il était ravi de parler de tout ça, il adorait Hergé. Il y a, puisque je parle de Stéphane Janssen, sa grande amie Yagel Didier, la voyante célèbre, qui a connu Hergé. Il y a eu Jean-Pierre Reynaud, l'artiste, plasticien, et beaucoup d'autres que j'ai rencontrés comme ça. Il y en a même un dont je vais citer le nom parce que j'aime bien choquer, et je le connaissais d'avant d'ailleurs, qui s'appelle Gabriel Masneff, qui est un grand ami d'Hergé, et qui a beaucoup de souvenirs sur Hergé. Et je le signale, et je traite ce sujet aussi. Donc beaucoup d'entretiens aussi avec les enfants de toutes ces personnes quand elles ne sont plus là pour me répondre. Et j'ai retrouvé énormément d'enfants que ce soit le fils d'André Barret, le producteur des films avec Jean-Pierre Talbot, les films de Tintin, André Barret, donc son fils, des enfants d'hôteliers chez lesquels Hergé avait passé des vacances, en Grèce, à Pamplonne, à plein d'endroits comme ça. Et des dessinateurs, évidemment. Moi, j'en ai connu un certain nombre aussi. J'avais quand même amassé au fil des années des témoignages, notamment avec les gens des studios. J'ai bien connu Bob Demore, j'ai bien connu France Ferrari, j'ai bien connu Guy de Sissi, j'ai bien connu un certain nombre de tous ces témoins qui ont beaucoup parlé d'Hergé, soit à moi, soit à d'autres, ou à moi et à d'autres. Et donc, effectivement, il y avait de toute façon une matière. Tous ces personnages sont classés en quelque sorte dans différents chapitres qui correspondent à différents mondes d'Hergé au pluriel, comme pour faire écho au monde d'Hergé, l'un des livres pionniers de Benoît Peters, mais ici on est au monde d'Hergé au pluriel, une sorte de vaste réseau social qui est structuré à la fois, je dirais,
horizontalement, hein, il y a l'homme privé Georges Remy, il y a le professionnel Hergé, qui est aussi structuré historiquement. Donc on a une sorte de double entrée à la fois temporelle et entre guillemets spatiale dans cet ouvrage qui charpente les différents chapitres. Peut-être j'aimerais m'arrêter dans un premier temps sur cette dimension temporelle, puisqu'il y a un certain nombre de correspondants que tu qualifies de fantômes. Alors que sont ces correspondants fantômes et que disent-ils finalement de la situation d'Hergé à la fin de sa vie par rapport à ce qui a été tout son parcours, et notamment la période de la guerre, entre autres, qui a été une césure importante dans son existence? Alors, oui, il y a des fantômes, et il y a des fantômes que je me suis étonné de trouver. De même que, quand vous lirez le livre, vous verrez qu'il y en a qui ne sont pas des fantômes et qui pourtant ne sont pas dans le répertoire. Donc il y a deux aspects très différents. Mais ces fantômes, ça prouve d'abord qu'Hergé, il y a une dimension chez lui qui a toujours dominé et qui a toujours transcendé toute autre considération, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique, qu'elle soit tout ce que vous voulez, c'est l'amitié. Et Hergé ne comprenait pas qu'on puisse mettre autre chose plus haut que l'amitié. Et donc il s'est fâché plusieurs fois dans sa vie avec des gens, mais ça ne l'empêche pas, alors qu'il ne les a pas vus, pour l'un d'entre eux, depuis 1941. Eh bien, il y a toujours son adresse à Namur, à Liège, non, à Namur. C'est un garçon pas très connu qui s'appelle Philippe Gérard, et dont les spécialistes savent qu'il a été un copain scout, puis un assistant scénariste, enfin, à titre bénévole, enfin pas bénévole, mais en tout cas pas régulier. Et puis en 1941, comme vous le savez, Hergé avait choisi d'entrer à la rédaction du soir, le soir volé, comme disent les Belges, et donc sous le contrôle de l'occupant, et dirigé par des gens assez proches de ceux qui risquent de prendre le pouvoir en France dans quelques semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce garçon, Philippe Gérard, ne comprenait pas qu'Hergé se soit engagé de ce côté-là, le lui reprochait, et ils ont fini par se fâcher très fort. Et en 1941, ça a été une rupture brutale et définitive. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais revus. Eh bien, en 1978, 78, Hergé recopie d'un répertoire précédent, sans sourciller, le nom, le prénom et l'adresse qu'il connaît, qui est peut-être plus la bonne, de ce garçon. Il n'y a pas de numéro de téléphone. De la même façon, pendant la guerre aussi, mais cette fois de l'autre côté, au soir volé, il va rencontrer Van Melkebeek, qui lui aussi va jouer un rôle important de scénariste auprès de lui pendant toutes ces années. C'est sans doute Van Melkebeek d'ailleurs qui va instiller dans certains albums de Tintin une dimension vernienne qui étonnait Hergé quand on lui en parlait, parce qu'il prétendait qu'il n'avait pas lu Jules Verne, et Van Melkebeek l'avait lu, lui. Et donc, ce Van Melkebeek, il se fâche avec lui pour de sombres raisons que je raconte, et qu'il serait trop long de reprendre ici. Il se fâche en 1953, et bien, de la même façon, ce garçon qu'il n'a pas revu depuis 1953 est dans le répertoire, toujours, avec les coordonnées qu'il connaissait et qu'il a reportées. Voilà. Alors, justement, on est en 1978, 78. Qui est Hergé à ce moment-là? Là, je parle plutôt sur un plan synchronique, ce moment 78. Qui est Hergé? Alors, ce moment 78, c'est ce que j'ai appelé dans le livre la belle année. C'est la dernière belle année de la vie d'Hergé, puisqu'il s'apprête à fêter les 50 ans de Tintin au tout début de l'année 79. Il est sorti du purgatoire où des mauvais procès l'avaient mis tout au long des années 60 et au début des 70, et il est à nouveau à la mode. Il a sorti Les Picaros, qui a eu un grand succès public, à défaut d'avoir un grand succès critique. C'est un auteur donc apaisé et qui a encore des projets d'ailleurs. Et puis c'est un homme, par ailleurs, un homme privé heureux, puisqu'il a, depuis l'année précédente, il est sorti de cette longue période qu'il a très mal vécue, d'une forme de bigamie, puisqu'il était resté marié, faute d'accord de Germaine, pour divorcer pendant toute la période entre 1960 et 1977, et qu'il vivait très mal cette situation. Il vivait avec Fanny, de 27 ans, sa cadette,
et il était très replié sur lui-même, refusant souvent de sortir, très casanier il l'était de toute façon, mais quand même, il y avait cette dimension-là. Ça me gêne beaucoup de sortir avec une femme qui n'est pas mon épouse, et il allait toujours dans des cérémonies officielles liées autour de Tintin avec Germaine. Donc c'était une situation un petit peu bizarre, mais il y a beaucoup de bizarre dans la vie Hergé, hein, et dans l'homme Hergé. C'est aussi la période de l'Alphard, hein, si tu dis que Oui, alors absolument. Qu'on puisse bien situer au oui, niveau c'est de sa carrière. C'est le moment où il va travailler, pas très longtemps, sur un nouveau projet d'album, avec plusieurs idées qui se succèdent. Et puis il y a finalement cette espèce de tentative de rencontre entre la bande dessinée et l'art contemporain, qui sont finalement les deux pôles de sa vie. Et il en fera, comme vous le savez, quelques crayonnés, 3 ou 4, un peu aboutis, et puis beaucoup de pages griffonnées, beaucoup de pistes de scénarios possibles. Ce qui caractérise les Hergé de la dernière période, c'est quand même des scénarios de plus en plus compliqués, des arborescences de plus en plus touffues, et on est très loin de ce qu'il prétendait toujours, qu'une bonne bande dessinée, ça démarrait par un scénario qui te met en 3 lignes. Et il avait perdu le fil depuis très longtemps, c'était plus le feuilletoniste dans l'âme qu'il avait été, comme l'avait appelé Peters, et l'inspiration se faisait plus difficile, comme souvent d'ailleurs quand on arrive à un certain âge. D'ailleurs, ce sera sans doute mon dernier livre. On n'espère pas. Si on essaye de prendre un peu de recul par rapport à ces 360 correspondants, amis, relations, etc., Michel Porret, dans sa préface, parle d'une autopsie socioculturelle. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si, à ton avis, ce carnet révèle un apax, une sorte de singularité irréductible de la personne de Georges Remy Hergé, tout à la fois aristocrate et belge moyen, selon la formule de son ami Robert Poulet, ou alors est-ce que ça serait révélateur d'un statut de l'auteur de bande dessinée en train de se consolider dans les années 60-70, ou encore ça serait le révélateur d'une certaine bourgeoisie bruxelloise. Enfin, est-ce qu'on peut le situer dans un certain espace social, ce personnage de Hergé? Moi, quand j'ai affaire à des gens aussi savants que Michel Porret et Jean Rime, parfois je me sens tout bête, hein, donc je suis un peu comme Hergé quand il lisait les premiers travaux de sémiologie de Pierre Fresnaud d'Hervel. Il est sûrement très très intelligent, mais vous savez, moi je ne comprends rien à la sémiologie. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a... ce Hergé de la dernière période est effectivement quelqu'un de très étrange qui concentre... Alors il prétend, par exemple, au micro de Jacques Chancel, qu'il a réussi à s'unifier, que les deux personnes qui cohabitaient en lui ne font plus qu'une, et il en est très content, mais je suis à peu près persuadé du contraire. Je crois qu'il n'y est pas arrivé, et qu'il est resté d'un côté Georges Remy et de l'autre côté Hergé, et qu'il a peut-être tendu à converger, mais malgré tout, ça reste un personnage extrêmement tiraillé entre deux pôles. Et d'ailleurs, il le dit, j'en parle pas mal à la fin du livre, il dit maintenant ce qui m'intéresse c'est l'aventure intérieure. Je crois que tu avais fait un sort à cette phrase dans une de ses correspondances à Tchang, mais en fait en même temps il dit mais oui, je continue à faire du Tintin. Oh, j'en ferai pas jusqu'à 80 ans, quoique on ne sait jamais. Moi j'ai une lettre de lui où il me dit je suis en train de travailler à la 25e aventure de Tintin. Alors je dis mais attendez, ce serait jamais que la 24e. Et puis c'est peut-être une prémonition d'un homme qui pense qu'il a beaucoup d'avenir devant lui. Donc il était toujours un petit peu entre ces deux pôles, entre ces deux tendances. C'est sûr qu'il avait des lectures de plus en plus intellectuelles. Il avait une réflexion sur ce qui nous attend après autour du bouddhisme et d'autres auteurs très, très, très contemporains à l'époque et très intéressants. Et puis il avait toujours gardé quand même, si je veux dire, cette âme de petit scout qui dessine. Il avait toujours envie de faire un peu de Tintin, et il ne détestait plus Tintin comme il l'avait détesté au début des années 60, comme il avait pu le dire à certains, qui s'étaient empressés de le répéter, comme Jacques Martin. Si vous saviez à quel point je hais Tintin, il avait dit un jour à Jacques Martin qu'il en avait fait des gorges chaudes. Est-ce que tu t'es amusé, là, tu as eu une approche essentiellement qualitative, hein, reconstituer chacun de ces parcours de ces correspondants. Est-ce que tu as essayé de faire une approche un peu plus quantitative, statistique? Par exemple, quelle est la proportion de femmes, hormis les épouses mentionnées en leur seule qualité d'épouse, quelle proportion de femmes, ou alors quelle proportion géographique? Est-ce que c'est
en grande partie des Belges, ou est-ce qu'il y a quand même un certain rayonnement international, la provenance sociale des différents correspondants? Comment est-ce que tu cartographierais Ça, en c'est quelque pour le sorte? deuxième tome. C'est pour le deuxième tome. Non, j'ai pas fait de cartographie ni de classification par sexe, par région, etc. Bon, j'ai noté, je l'évoquais tout à l'heure, qu'il y a plus de personnes se rapportant au monde de l'art, artistes, galeristes, collectionneurs, que se rapportant à la bande dessinée. Bon. Il y a effectivement une dimension internationale à coup sûr, puisque en particulier sur le tard, Hergé a voyagé, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là, et donc et puis il y a eu des correspondants de toute façon étrangers, à commencer par moi, mais il a voyagé, donc il a rencontré des Américains, j'en parle longuement parce que c'est des personnages très intéressants comme Frédéric Tutten. Mais oui, il y aurait certainement effectivement à creuser encore davantage à partir de ce document. J'avais pas une approche non plus exhaustive. Ce que j'avais envie de faire, et que j'espère avoir à peu près réussi, c'était d'identifier ces correspondants et de voir à quoi ils correspondaient dans la vie d'Hergé. C'est ça qui m'intéressait. Alors après, bon, il y a effectivement des artistes, il y a des intellectuels, il y a des vieux copains, il y a des dessinateurs de bande dessinée, qui peuvent être aussi des intellectuels d'ailleurs. Voilà, et puis il y a des voisins. Hergé est très fidèle à ses voisins. Donc différentes, soit les voisins de ses Roumoustis à la campagne, les voisins de ses 3 adresses successives à Uccle, il a des rapports de très bon voisinage et amicaux, et il y a des anecdotes que je raconte avec plusieurs de ses voisins. Et notamment, alors, les enfants de ses voisins gardent un souvenir ébloui d'avoir connu Hergé, d'avoir vu Hergé prendre des pots, je ne sais pas, leurs parents, enfin bon, parce que Hergé était un homme comme vous et moi, si j'ose dire. Voilà. Et puis, il y a aussi des gens qu'il rencontre pendant ses voyages, ses vacances, et assez étrangement, il est très sociable, finalement. Il est très sociable. La plupart du temps, il ne dit pas qui il est, comme il n'est pas connu physiquement. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus difficile, mais à l'époque, c'était assez facile pour un dessinateur comme lui de ne pas être reconnu dans la rue. À Bruxelles, oui, mais quand il était en Grèce ou à Saint-Tropez, non, c'était pas une star. Donc, Alors, tu parles de ses voyages, nous sommes ici à Genève. On sait qu'Hergé avait des amis en Suisse, notamment Lynn Fornara et Luc Barachini, que les amis suisses Tintin, les membres de l'association Alpar connaissent bien, qui se retrouvent dans le carnet. Il a d'autres correspondants suisses, comme le dessinateur de Ribes, et aussi des personnalités jusqu'ici plus inconnues ou méconnues, les Dustin, pas forcément suisses, mais résidents. Isabelle n'est pas là. Plusieurs personnes du carnet se retrouvent ici. Oui. Un certain Pierre Motu, sans oublier quelques banquiers genevois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet entourage helvétique? Sur les banquiers genevois, je ne dirais rien. Je les ai trouvés, c'est tout. Et c'est un peu grâce à Jean que j'en ai parlé, parce que c'est quand même, c'est une parenthèse, effectivement, tout à coup, je vois 2 noms qui ne me disent rien, à une adresse à Genève, dont un entre parenthèses, et grâce à Internet, toujours, je trouve que c'est un personnage qui a fait une carrière dans le canton de Vaud, une carrière politique. Je finis par trouver un numéro de téléphone, je l'appelle et je dis bonjour, j'explique mon projet, pourquoi je l'appelle, et je lui dis dans quelles circonstances avez-vous connu Hergé? Il me dit, monsieur, je n'ai jamais rencontré ce monsieur Hergé. Bon, je lui dis, mais comment se fait-il que vous soyez dans son répertoire d'adresses? Mais monsieur, c'est la banque. Ah. Mais monsieur, c'est la banque. Alors effectivement, du coup, j'ai regardé plus attentivement, et donc j'ai vu effectivement qu'à l'adresse correspondante, c'était l'adresse du siège à Genève d'une très grande banque suisse, que ce que j'avais pris un peu rapidement pour un code postal à la fin, ça ressemble plutôt à un compte, qu'à la ligne suivante, il y a un CF avec quelques chiffres qui suivent, et je me suis dit, mon Dieu, c'est bien sûr, il avait un compte en Suisse. Et bon, j'étais un peu embêté, parce que, évidemment, ma tentation, quand on fait un livre comme ça, c'est de parler de tout. Mon rêve secret, ça aurait été de trouver une maîtresse cachée. Mais je ne crois pas qu'elle y soit, s'il y en a une. Et donc, la banque, la Suisse, bon, touchy. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis, un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas un scoop, parce que dans un petit livre paru quelques mois plus tôt,
il y avait une petite note en bas de page, c'est Hergé au sommaire, aux éditions Zoom sur Hergé, avec 4 ou 5 gaillards que je connais bien, dont Jean Rime, et dans un long papier, comme il sait faire sur Hergé en Suisse, je vois une petite note en bas de page, comme beaucoup, Hergé possédait un compte en Suisse. Et là, je me suis senti libéré. J'ai dit, ce livre est sorti en 2021, je n'ai pas lu que l'ex-Moulinsart ait fait un procès à ces gens-là. Eh bien, tant pis, allons-y. Et donc, effectivement, sur 2 pages, je raconte, comme ça, pour sourire, cette histoire de compte suisse. Alors, effectivement, en Suisse, il y a effectivement... bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a effectivement... Il y a Pierre Motu, qui m'a répondu très gentiment. Son père était avocat et s'est occupé de pas mal d'affaires d'Hergé. Je ne sais pas jusqu'à quel... Les Fornara, tu les connais mieux que moi. On ne va pas gloser trop sur eux, parce que tu sais plus de choses que moi, je pense, sur la famille Fornara que moi. Mais ça fait partie des grands amis suisses d'Hergé. Et puis, il a fait beaucoup de séjours. À partir de l'après-guerre jusqu'à sa mort, il a passé toujours beaucoup de temps en Suisse. Et donc, il y a la famille d'Ustin. Et la famille d'Ustin, ça fait partie de ces personnes qui, un peu comme moi, ont eu la chance d'échanger avec Hergé et de le rencontrer, alors qu'au départ, ils étaient, je ne vais pas parler à la place d'Isabelle, mais des admirateurs qui simplement ont eu le culot un jour de s'approcher d'Hergé et de dire voilà. Et donc, je crois que votre père, c'est par le journal Tintin qu'il avait initié. Non, ça c'est le consul de Denver. Je ne sais plus vous. Comment c'était né cette histoire? Lui, il avait été hospitalisé extrêmement longtemps et Hergé, tout au début, Oui. distribuait, allait dans les hôpitaux, C'est ça, donner ou prêter, enfin, bref, faire circuler des exemplaires de Tintin. Et donc, il l'avait rencontré comme ça quand il avait 20 ans. Donc, vraiment, Et puis après, le reste de l'histoire, parce que je vais la raconter. Alors, l'histoire qui est formidable, c'est que les 2 petites filles de la maison d'Ustin, ils étaient d'origine belge, ils s'installaient près de Genève, où le père travaillait, et quand tout ça est devenu pérenne, important, ils ont dit on va s'installer là et on va construire une maison là. Et donc ils ont construit une très belle maison moderne au bord du lac, je ne dirai pas où, hein, mais l'adresse est là. et les 2 petites filles ont dit eh ben, cette maison il faut l'appeler Moulinsart. Et le papa, qui était un homme respectueux des usages, a dit mais on ne peut pas l'appeler Moulinsart sans demander l'autorisation à Hergé. Et donc il a écrit Hergé, qui naturellement s'est empressé de donner son accord et s'est empressé de venir voir le fameux Moulinsart dès qu'il l'a pu. Donc c'est des histoires comme ça qui mettent en scène des gens pas très connus dans l'univers de la bande dessinée. Ils peuvent être connus pour d'autres raisons, comme d'éminents professeurs qu'ils ont été, mais il y a aussi ce consul belge à Denver, Colorado, qui ne rêve que d'une chose, c'est qu'Hergé vienne à Denver, et puis Hergé ne viendra jamais à Denver, mais c'est aussi l'objet d'une correspondance et de rencontres. Il y a, pour ceux des amis d'Hergé, qui l'ont vu, on l'avait fait venir avec Philippe Godin, Ulrich Sorouzian, qui est une grande égyptologue qui fait des fouilles très importantes dans la Haute-Égypte, et qui, arménienne, avait été tombée dans Tintin très jeune, et a réussi à le rencontrer très jeune, et il y a toute son histoire dans le livre. Donc il y a des gens célèbres, et puis des gens pas célèbres du tout. Il y a des gens qui ne s'y trouvent pas dans ce carnet. Ah. Alors, qui manque-t-il? On va peut-être pas abuser. On nous donne jusqu'à... Ouais. Encore 5-6 minutes. Non, ok. Oui, alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement, j'ai parlé des fantômes, c'est-à-dire ceux qui y sont dans le répertoire, mais dont on comprendrait très bien qu'ils n'y soient plus, parce que Hergé les a perdus de vue. Et puis, il y a des gens qui n'y sont pas. Et je prendrai 2 exemples très différents. Le premier, c'est Jacques Martin. On sait qu'Hergé a eu des relations difficiles avec celui qui a été pendant quand même presque 20 ans un de ses principaux collaborateurs au studio. Et assez peu de dire que Jacques Martin était d'un tempérament assez jaloux, et donc il voulait toujours imiter Hergé en tout, il le critiquait beaucoup dès qu'il y avait des idées qui étaient échangées. Et bon, les 2 hommes avaient une relation qui était toujours un petit peu tendue, même s'ils avaient aussi des bonnes relations de voisinage, puisque Martin avait fait construire une maison tout près de celle d'Hergé, comme par hasard. Et
Et donc Martin a quitté les studios Hergé en 72, en 72, et à ma grande surprise, alors que tant d'autres qui avaient quitté les studios avant lui, comme Roger Leloup, qui était d'ailleurs un de ses collaborateurs, Jacques Martin, comme Joël Lazara, qui nous a quittés aussi il n'y a pas très longtemps, ou d'autres, avaient quitté les studios, ce qui n'empêchait pas qu'Hergé gardait leurs coordonnées dans son calepin, dans son répertoire, mais pas Martin. Il n'y a pas de trace de Martin. Et ça, pour moi, c'est pas un oubli, quoi. C'est pas un oubli. Il est rayé des cadres, comme on dit. Et puis, l'autre absent, alors là, c'est le grand mystère, parce que à l'époque où Hergé fait ce nouveau répertoire, il est pourtant au cœur de retrouvailles qui vont se concrétiser en 1981, mais qui sont déjà réelles sur le plan de la correspondance, c'est Chang. Et je trouve que moi j'ai beaucoup connu Chang dans la période 1985-1998, quand il était à Paris, à la fin de sa vie. Et donc je m'intéressais beaucoup à lui. Donc j'ai très vite repéré qu'il n'y était pas. Et ça m'a beaucoup étonné. Bon, j'émets quelques hypothèses, vous direz ça. C'est d'autant plus étonnant que tous ceux qui, à l'époque, œuvrent soit en faveur d'un voyage d'Hergé à Shanghai, puisque pendant un premier temps, c'était l'idée, c'était qu'Hergé aille à Shanghai pour retrouver Chang. Puis, lorsque Hergé a commencé à être souffrant, l'idée que ce soit Chang qui vienne à Bruxelles, ce qui finalement est arrivé en 81, tous ceux qui ont travaillé à ça, les Gérard Vallet, les Serge Perroux, qui était un maoïste belge, président des amitiés sino-belges, et bien d'autres, figurent dans le répertoire, mais pas Chang lui-même. Donc, il y a plusieurs hypothèses, en effet. On n'a pas le temps de... Et puis, il faut qu'il y ait des choses à découvrir. Il y a une absente, mais on sait pourquoi. C'est parce qu'elle vivait avec Hergé. C'est Fanny qui ne figure pas dans le carnet. Ah oui, parce et qui est centrale dans le livre et en même temps très discrète. Alors, ma question, c'est quelle est sa part dans la constitution du réseau tardif d'Hergé? Il y a ses amis, peut-être, qui sont aussi dans ce carnet. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'interroger Fanny, il y a un certain nombre d'années, qui, elle n'est pas citée parmi les témoins. Non, non parce que sa part quelquefois, et je l'ai rencontré quelquefois, où j'ai pu parler avec Fanny, d'abord je n'avais pas de projet de cet ordre, et donc je n'avais pas de raison de l'interroger, en particulier sur ce document dont j'ignorais l'existence. Et d'autre part, quand je parcours le répertoire, elle n'est pas si présente que ça, en effet. Alors bien sûr, elle n'y est pas du tout, parce qu'à l'époque, lorsqu'on vivait avec son mari ou avec son épouse, on ne le mettait pas dans le répertoire, puisqu'on était à la même adresse et qu'on avait le même numéro de téléphone. Il n'y avait pas, maintenant, avec les smartphones et tout, on crée aussi le contact de son épouse ou de son époux. Mais à l'époque, c'était évidemment sans intérêt. Donc il y avait ça. Et puis... qu'est-ce que je pourrais rapprocher le plus de Fanny? Il y a ses cousins, avec lesquels visiblement Hergé a une relation lointaine, enfin réelle. Il y a les parents de Fanny sont cités juste par leur nom de famille et leur adresse, mais on sait que le père de Fanny n'a pas apprécié énormément que leur fille unique se mette avec un garçon plus vieux que lui. Il a trouvé ça un peu étrange, il n'a pas trouvé ça formidable comme idée. Donc il n'y a pas eu la proximité qu'Hergé avait eue, par exemple, avec ses premiers beaux-parents, le boulanger Kikens. Et puis, dans les amis, il y a France Ferrari, parce qu'elles sont arrivées en même temps au studio comme jeunes coloristes, qu'elles sont restées tout le temps très copines. Et donc, effectivement, les Ferrari ont une place à part par rapport aux autres collaborateurs des studios, parce qu'il y a une intimité, visiblement, entre les deux couples qu'il n'y a pas avec les autres. Mais enfin, je ne peux pas dire que j'ai trouvé énormément d'allusions apportées par Fanny, non. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur cet ouvrage, certainement. Et notamment toutes les nuances qu'on peut apporter aux portraits qui ont été faits jusqu'ici d'Hergé sur la question de son intérêt ou non pour les enfants, la question de son sens de l'humour, de son rapport au paranormal, à la voyance, de son rapport à la politique, etc., etc. Il y aurait énormément de thèmes encore abordés, mais je ne le fais pas, vous le découvrirez vous-même dans l'ouvrage. Pour terminer cet entretien, j'aurais une question un peu plus personnelle. Si on devait, dans une cinquantaine d'années, retrouver le carnet oublié de Jacques Langlois, quelle serait la place du réseau social d'Hergé dans ce carnet et qu'est-ce que ça dirait de l'homme Jacques Langlois?
Fichtre. Écoute, très franchement, je crois que ça n'intéresserait personne. Bien sûr, il y a eu Hergé dans mon répertoire à une certaine époque, évidemment, mais je n'avais pas à l'époque étendu mes connaissances bien au-delà. Aujourd'hui, évidemment, il y a un certain nombre de tintinologues qui y figurent, évidemment. Je les ai cités tout à l'heure. Les Philippe Godin, les Benoît Peters, les Albert Algou, tous ces gens que grâce à Hergé, un jour ou l'autre, j'ai rencontrés, et dont je suis venu un ami proche ou lointain. Mais ce que ça dirait de moi, franchement, ça, je crois que ça n'intéresse personne. Et Hergé était à H ou R? Hergé était à H. À l'époque, pour moi, je le dis au début du livre, j'ignorais tout de Georges Remy. J'ai pu correspondre avec un monsieur qui s'appelait Hergé, pour moi, pendant plus de 20 ans, et ce n'est finalement qu'après sa mort que j'ai commencé à me dire et à apprendre des choses en lisant les livres qui ont paru, parce que moi j'ai rencontré juste un dessinateur célèbre, et je n'ai pas eu d'intimité avec Hergé. Hein. J'ai jamais été dîner ou déjeuner au Diweg ou dans quelques restaurants huppés comme d'autres, et je l'ai rencontré toujours, parfois longuement, mais pas dans l'intimité, enfin si en tête à tête, mais pas, je dirais, dans un cadre privé. J'étais pas chez Georges. Moi, je n'ai jamais appelé Georges, évidemment. J'aurais pas osé. Je crois qu'on peut clore ici cet entretien. Ben, merci à vous. Je te remercie d'avoir été infiniment. aussi patient. Et aussi attentif. Est-ce que les questions, il ne faut jamais oublier de poser au public la question de savoir s'il a justement des interrogations. Jacques, je ne sais pas si tu l'as dit, j'ai peut-être été inattentif, Ah, mais est-ce qu'il y a des noms que tu n'as pas réussi à identifier dans ce cas-là? Oui, Ah. on ne l'a pas évoqué en effet. Oui, sur les 360 noms, effectivement, j'en chiffre une quinzaine sur lesquels je ne sais rien. Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a par exemple la liste des médecins d'Hergé. Hergé a fait une liste des docteurs. Bon, je ne me suis pas amusé. Alors, le secret bancaire, soit, mais le secret médical, ça c'est... On n'y touche pas. Hein. Donc, on a connu un certain nombre des mots que j'ai pu souffrir dans sa vie, mais bon, les médecins, donc je n'ai pas cherché et tout. Les banquiers belges, aucun intérêt, les banquiers belges. Donc, le directeur de l'agence au pied de l'avenue Louise, de ses bureaux, ou à Uccle, je n'ai pas cherché à les interroger. Il y en a un que j'aurais bien aimé retrouver, et malheureusement, alors je sais qui c'était. Et d'ailleurs, je consacre quelques pages à cet très important sujet, c'est son coiffeur. C'est son coiffeur, qui s'appelait Degan, comme sa cousine. Il s'appelait Degan et il avait un salon tout près des studios de l'avenue Louise, et en fait tout près de leur adresse rue de Livourne, à l'époque où ils avaient quitté Boisfort. Mais ce salon, j'ai été voir, n'existe plus. C'est un magasin de confection féminine, et la brave dame qui le tient ne savait rien sur le salon de coiffure qui l'avait précédé. Mais ça me permet de faire des variations très savantes sur l'évolution de la coiffure d'Hergé lorsqu'il commence à vivre avec Fanny, car dès qu'il commence à vivre avec Fanny, il laisse pousser ses cheveux. Ce qu'il n'aurait pas fait avec Germaine. Est-ce qu'on mis à part les adresses, il y a des annotations, il y a des... Non, alors c'est un répertoire très décevant pour les collectionneurs, parce que je peux vous dire, Hergé est un monsieur très sérieux, très formaliste. Vous pourrez venir jeter un coup d'œil si ça vous amuse. Il y a aussi des pages blanches. Mais c'est vraiment un répertoire d'adresses sans fioriture, sans... moi j'ai dit, il y a peut-être des petits dessins dans un coin. Un petit Tintin comme ça caché. Rien du tout. Rien. Non. Oui. Est-ce que Jacques Vergier figure? Non. Jacques Vergier c'est partie aussi des absents qui m'ont un peu étonné. Mais il y en a d'autres, qui sont d'autres absents, on n'a pas eu le temps de les évoquer tous, mais par exemple, Bernard Revelmans n'y est pas. Or, Revelmans, c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup compté. Mais en revanche, vous avez, à la deuxième ligne, je dis ça de mémoire, mais je ne crois pas me tromper, parce que j'ai quand même passé quelques heures sur ça. Oui, donc le premier, c'est Alechinsky, je vous l'ai dit tout à l'heure, et le deuxième, c'est Alexandre Ananov. Bon, Ananov, c'était le spécialiste, précurseur un peu de l'espace, un des premiers qui a imaginé comment on pourrait aller sur la Lune, sérieusement, et qui avait fait un livre qui s'appelle L'Astronautique, qui était paru en 50 et que d'ailleurs Hergé a non seulement beaucoup utilisé, mais il l'a même représenté sur une couverture de Journal Tintin. On voit la couverture du bouquin. Et Hergé a toujours été persuadé que ce monsieur était très connu. D'ailleurs, il avait fait inviter à l'invité du dimanche en 69. Personne ne connaissait Ananov. Mais bon.
Et donc, ça, c'est parmi ceux qui ont apporté la documentation, il y a un ANOF. Mais il n'y a pas l'IGBDR, il n'y a pas, donc je disais, il n'y a pas Bergier, il n'y a pas Venance, alors qu'il y a quand même 20 mètres Québec. Voilà. Non, il y a des absents surprenants. Hein. Ouais, ouais. C'est bon? Eh bien, merci à vous. Merci à tous.